Quand j'étais au Petit Château en tant que demandeur d'asile, à cette époque, mon seul compagnon était mon téléphone. À ce moment-là, les stress du quotidien, les conditions dans lesquelles on vivait, les souvenirs de mon pays natal, surtout de ma maman, tout cela me donnait des maux de tête et des insomnies. Pour me débarrasser de tout ça, j'ai commencé à écrire sur mon téléphone. J'écrivais chaque jour et chaque nuit. Finalement, à force d'écrire, je me suis rendu compte que cela me guérissait de tout ce que j'avais vécu. Bonsoir à vous tous et merci d'être là pour ce spectacle tellement particulier qui a un énorme... En réalité, le début, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai jamais pensé, j'ai jamais fait une formation liée au théâtre. D'ailleurs, à la base, je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. Donc, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je passerais devant des centaines de personnes pour raconter mon histoire. Mais une idée juste m'est venue en tête, c'est que celle de l'Afrique, se retrouver sous le baobab, échanger avec les amis, ou bien autour d'un thé, d'une tasse de thé, échanger sur les réalités du pays, échanger aussi sur les sujets très sensibles entre amis. Et quand je me suis retrouvé pour la première fois dans une salle de théâtre, devant le public, ma peur qui grandissait en moi avant s'est transformée à autre chose, c'est-à-dire de l'espoir. L'espoir de raconter, d'échanger avec les gens. Parce que j'ai compris en fin de compte, il ne suffit pas seulement que les gens prennent mon livre de dire, de m'entendre sur les médias, mais donner une âme à ce que j'ai écrit, c'était la meilleure façon pour moi de me retrouver devant les gens. La scène, c'est un formidable moyen d'expression, en fait. Oui, une expression vivante. Et libre. Et libre, surtout. C'est très compliqué parce que des fois, avec certaines personnes qui veulent que tu dises ce qu'eux, ils pensent. Et c'est le moment aussi pour moi de ne pas forcément imposer mon idée, mais de partager et d'apprendre aussi avec le public. Personnellement, c'est thérapeute pour moi parce que le fait de raconter mon histoire, c'est aussi me libérer. C'est aussi thérapeute pour moi, mais c'est aussi pour moi, c'est de donner un sens aussi à ce que les gens, c'est-à-dire donner un sens à la vie de ces milliers de personnes qui quittent leur pays pour venir en Europe. Plus tard dans la nuit, on est réveillé par les cris de la jeune fille et les coups de fusil. Je serre mes dents et je les enfonce dans mes lèvres, mais les cris de la jeune fille continuent de plus en plus fort. Ça dure jusqu'à l'aube. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. À 6 heures, le signalement des voitures nous avertit du départ. De loin, j'aperçois la jeune fille qui marche lentement, les pieds écartés, vers la voiture d'à côté. Sur son visage, on sent la souffrance, car elle a les joues, l'œil gauche et les lèvres enflées. Elle n'arrête pas de pleurer. Je baisse ma tête car je n'arrive pas à retenir mes larmes qui coulent sur ma poitrine. Quand je lève la tête, je sens que je ne suis pas le seul à pleurer. Mes amis aussi. En fait, en Europe ici, il n'y a pas beaucoup de coups qu'on pratique sur les migrants. Mais les mots sont plus que des coups. Parce que les coups, ça guérit et ça disparaît. Mais les mots, ça reste pour toujours. Surtout quand tu vois la même personne encore devant toi. Et donc,
pour échapper à tout ça, j'ai commencé à écrire sur mon téléphone. Et quand j'ai été chassé du petit château en plein mois d'hiver, et c'est devenu encore, mon état s'est aggravé, étant donné noir, sans papier, sans abri, et avec ce drapeau sur notre tête, migrant, ma vie c'est compliqué. Imaginez, quand on est sans papier d'abord, même les animaux de compagnie, les animaux domestiques sont plus importants que la personne. Des gens nous manipulent, nous utilisent. Des fois même, on vient travailler chez certaines personnes. Bon, quand on demande notre paie, on nous chasse, tout simplement parce qu'on ne sait pas se plaindre. La police aussi qui nous guette partout, qui nous chasse, qui nous pourchasse aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait le plan canal, il fallait déguerpir tout au long du canal. Il y avait, la police avait l'autorisation, même dans les centres hospitaliers, de prendre les migrants. La première personne d'ailleurs même qui m'a donné ce qui m'a ouvert cette fenêtre d'espoir, c'est un couple flamand. Nicolas qui m'a accueilli et qui m'a pris dans la rue, qui m'a accueilli chez lui et qui m'a nourri, qui m'a donné toutes les possibilités d'utiliser tout ce qu'ils ont. Quand je suis arrivé en Belgique, en Europe, il y a des choses que je ne comprenais pas, que j'avais du mal à cerner. Surtout l'homosexualité. J'entendais, j'apprenais tout, mais vivre avec eux, partager tout avec eux, pour moi, c'était très difficile. Très difficile pour moi, avec toutes les informations que j'avais. Parce que tu as découvert que Nicolas avait un mari, en fait. Oui, avait un mari, et il vivait avec son mari, et j'étais comme ça. Et je n'arrivais même pas à prier de chez eux. Je sortais pour aller prier dans le parc, et il y a une dame qui m'a dit un jour, « Monsieur, ici, c'est un lieu public, on ne fait pas ça chez nous. » Et là, j'étais bloqué. Mais la petite conversation que j'ai eue avec ma maman et avec d'autres grands prêcheurs qui ont une bonne connaissance coranique et une bonne connaissance de la religion musulmane, j'ai compris en fin de compte que la coexistence pacifique n'a rien à voir avec nos orientations religieuses ni sexuelles. Tout simplement, ce monsieur, il m'a considéré comme un humain. Alors, il fallait vivre comme un humain avec eux. D'ailleurs, pour tous les migrants aussi, ce que nous cherchons, c'est qu'on nous considère comme des humains. Nous ne demandons pas autre chose. Il y a beaucoup qui se demandent comment nous pouvons vous aider, comment nous pouvons aider les migrants. Alors, moi, je vous dirais tout simplement, considérez-les comme des humains et ça, c'est le plus grand espoir que vous pouvez leur accorder. À chaque fois que je parle, elle me coupe la parole en me disant « C'est pas possible. Nous les Belges, c'est nous en Belgique. Nous les Belges, c'est nous en Belgique. » Je me posais la question pourquoi elle me rappelle tout le temps qu'elle est belge. Et pourtant, je ne voyais aucune différence entre elle et moi. Elle était encore plus dure avec moi que certains blancs. Elle finit par me dire « Monsieur, pour vous, c'est la procédure de Dublin. Donc, vous serez certainement renvoyé en Italie. » Avoir les papiers ne fait pas le bonheur en étant en Europe. Parce qu'il y a l'autre côté de rester migrant toujours, même dans la recherche d'emploi. Vous allez tellement chercher. Moi, des fois, je faisais plus de 50, 60 lettres, j'envoyais, mais tout était échec. Mais je ne me suis jamais découragé. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs et actuellement, j'ai eu la chance depuis 2023 de travailler dans un centre où je suis éducateur et à temps plein. Mais de nos jours, je vis aussi une autre situation plus grave qui s'est compliquée en matière de documentation. Mais pour le moment, je n'en parle pas beaucoup parce que je me réserve de donner plus de détails par rapport à cela, mais ma situation est devenue encore plus instable. Et il ne faut jamais espérer, tant qu'on n'a pas la nationalité, il ne faut jamais espérer vraiment qu'on est stable dans ce pays, tant qu'on n'a pas la nationalité. Le titre de séjour, quel qu'en soit, subsidiaire ou bien politique ou quoi,
ça ne fait pas de nous vraiment des personnes stables ici en Europe et principalement en Belgique, avec la politique migratoire qui change comme les couches d'un enfant.